Salut, c'est Pierre et vous écoutez Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron de grands clubs, journalistes sportifs, entrepreneurs, politiques, investisseurs. Je rencontre avec vous des femmes et des hommes qui s'engagent dans le monde du sport. Des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Dream Team, c'est le meilleur terrain de jeu pour comprendre les acteurs et les enjeux de cet écosystème qui fait tant rêver. Je m'appelle Pierre Moreau, passionné de sport depuis toujours, et je compte bien vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. J'espère que cette causerie vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant à vos amis ou en mettant de belles étoiles sur les plateformes d'écoute comme iTunes ou Spotify. Allez, c'est parti pour cette nouvelle causerie, bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un sujet autour du vélo. Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont passionnés par le vélo et je sais aussi que beaucoup d'entre vous sont passionnés par Décathlon. Aujourd'hui on va converger donc le meilleur des deux mondes, on va parler de Décathlon, de vélo avec Nicolas Piron qui est le patron de Vandricel et Vandricel a fait beaucoup parler de lui récemment et je suis ravi d'accueillir Nicolas pour parler de cette aventure qui est Vandricel au sein de Décathlon et puis de cette aventure qui a été un peu sous le feu des projecteurs récemment puisque Vandricel est venu sponsoriser une équipe cycliste professionnelle avec AG2R. Écoute Nicolas, merci beaucoup. Comment vas-tu Nicolas ? Bonjour, eh bien écoute, je vais très bien. Super. Je suis dans le nord aujourd'hui, il ne pleut pas, donc c'est une belle journée. Ah mais de toute façon c'est une fausse idée comme quoi il pleut dans le nord, non ? C'est une légende urbaine cette affaire. Enfin, on va dire ça. Bah écoute, t'as homme du Nord, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'as fait toute ta carrière, la majeure partie de ta carrière dans cette magnifique enseigne du Nord qui est Décathlon. Et finalement, je te propose peut-être de commencer par te présenter et de nous dire un petit peu qui tu es et un peu on va un peu rentrer dans ton parcours parce qu'il est hyper intéressant, il est assez symptomatique aussi des grandes carrières qu'on peut voir chez les personnes de Décathlon. Mais écoute Pierre, moi j'ai commencé ma carrière chez Decathlon en 98. Pour la première Coupe du Monde, puisque j'ai intégré le magasin de Decathlon à Mâcon en juin 98, comme vendeur cycle, technicien atelier. Alors, moi à la base, je suis originaire du sud-ouest de la France, je suis né à Auch, dans le Gers. Ouais, Mes pays parents de étaient rugby, du mutés coup. mon père a été muté en Saône-et-Loire. J'ai eu la chance de vivre dans dans ce beau département, cette belle région, la Bourgogne. À la base, moi, je suis footballeur. Et j'ai joué de nombreuses années, notamment dans un club qui s'appelle Guignon, qui à l'époque était un grand club. Le FC Guignon. Exactement, les Forgerons. Et j'espère que ce club pourra retrouver l'élite dans les prochaines années. Et comme je voulais vraiment travailler dans le sport et que le passé pro, j'avais pas le talent, j'avais pas les qualités requises, eh bien j'ai ciblé de travailler dans une entreprise qui était dédiée au sport, Décathlon. Donc j'ai eu la chance dans le cadre de mes études de partir à l'étranger, notamment à Liverpool. Et c'est d'Angleterre que j'ai postulé à Décathlon. Je crois que je suis revenu en France le mercredi. Je passais mon entretien le samedi et j'attaquais le lundi sur le rayon cycle. Voilà, c'était le début c'est le début d'une belle aventure. Belle aventure donc en juin 98. J'ai eu la chance sur ce magasin de passer de technicien atelier vendeur cycle à responsable exploitation. Voilà, donc en gros, dans un magasin, tu as un responsable d'exploitation, c'est le bras droit du directeur qui est en charge de toute la partie sécurité des biens et des personnes. Donc j'ai évolué sur un poste de responsable de rayon, puis après un poste de responsable encaissement, et pour finir sur un poste de responsable d'exploitation. Donc je passais de collègue à responsable hiérarchique ou fonctionnel, donc c'est jamais évident. Donc ce qui m'a demandé beaucoup d'exemplarité dans mon métier, et je garde de très bons souvenirs de cette expérience à Mâcon, et j'ai encore des collègues qui travaillent encore là-bas et on a de temps en temps des contacts. Donc très très belle expérience à Mâcon. Après je suis parti sur Lyon où j'ai monté un projet de plateforme de services après-vente pour le compte de Decathlon France. Il y avait 2 tests qui étaient menés, un à Lyon et un à Nantes. On testait des solutions supply, des solutions logistiques. L'idée, c'était de centraliser certaines prestations que les petits magasins ne pouvaient pas forcément proposer à leurs clients. Donc, j'ai travaillé sur ce projet pendant 1 an et demi jusqu'à la validation et la duplication. Puis après, j'ai fait un rapide passage sur un magasin lyonnais avant d'être directeur du magasin de Nevers, dans la Nièvre. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui voulaient aller à Nevers. Moi, j'étais dans ma shortlist. Pourquoi ? Parce que je me rapprochais
de mes parents. J'avais une petite fille qui avait des petits problèmes de santé qui nécessitaient beaucoup de présence. Donc c'était pour moi un réconfort d'avoir mes parents à mes côtés. Mhm. Et puis il y avait le circuit de Nevers-Manicourt et je suis passionné de sport mécanique également. Ouais. Donc je voulais un petit peu vivre ma passion à proximité de ce circuit-là. Des équipes vraiment top. J'ai passé 1 an et demi pratiquement sur le magasin de Nevers. Et puis je suis parti après à Clermont-Ferrand. Donc Ouais. un magasin moyen en surface, très gros en chiffres et en résultats, avec des problématiques un peu différentes du magasin de Nevers. Pareil, magasin assez familial, peu de turnover, une belle équipe. On était pas loin de 100 personnes. Et donc je suis resté à Clermont pendant 2 ans. Et comme j'avais eu un parcours complet retail en ayant Ouais. fait quasiment tous les métiers, je souhaitais voir ce qui se passait en amont de la distribution. Donc, j'ai postulé comme pour intégrer un sport. Est-ce que je peux mettre pause sur ce truc-là parce qu'on va en effet parler du moment où tu montes à la centrale et du coup tu intègres le sport pourquoi quand on est passionné de sport, sorti d'études, et en quoi Decathlon ça vient nourrir cette ambition de travailler dans le sport? Est-ce que c'est tu te dis c'était la seule voie pour allier ma passion et mon objectif professionnel ou il y avait d'autres options sur la table? Pas la seule voie, mais comme je m'étais quand même orienté dans des études qui étaient quand même étroitement liées au commerce, c'était difficile pour moi à ce niveau, à ce moment-là de ma vie, de me réorienter vers du médical ou autre. J'ai un oncle qui était kiné, globalement un autre oncle qui était prof de gym. Donc moi j'avais quand même pris une filière qui était quand même une filière commerce, et donc travailler dans le commerce et dans le sport. Bon, à l'époque, il y avait pas 36 000 solutions. C'était quand même Decathlon qui cochait pas mal de cases. Et donc c'est pour ça que j'ai postulé, je dirais naturellement, euh, au magasin que je connaissais en tant que client. Et à chaque fois que mes parents décidaient d'aller à Decathlon, c'était toujours un événement parce qu'avoir tous ces Mhm. sports sous le même toit, c'était un peu l'Euro Disney du sport, et qui permettait de découvrir plein de nouvelles pratiques avec des produits accessibles. Donc pour moi, c'était un projet qui cochait quand même pas mal de cases Ouais. par rapport au projet que je voulais vivre. Et du coup, je continue un peu sur ce registre. Donc, si je ne m'abuse, là, ça fait 30 ans que que t'es chez Decat? Combien de Un temps? peu moins quand même, un peu moins, 20 98. ans. J'ai fait une mauvaise addition non, ouais, 14 plus 6, pardon, 20. Très mauvais en maths, décidément. Un peu plus de 20 ans. Pourquoi on voit souvent ces carrières-là chez Decat? Qu'est-ce qui font que les gens restent? Qu'est-ce qui fait que les gens restent? Déjà, moi personnellement, alors je vais parler en mon nom, j'ai intégré un groupe, je dirais presque une famille avec plein je dirais, de sujets qui nous permettent de bien vivre ensemble, la passion du sport, la pratique du sport. On est chez Decathlon, souvent on est dans des groupes qui vivent bien ensemble. Moi, quand j'étais à Mâcon, on faisait du triathlon ensemble, on faisait des voyages ensemble, pour certains on partait ensemble en vacances. Donc il y a ce côté, ce côté bonne ambiance qui fait qu'à un moment donné, on est bien dans cette entreprise. Alors, c'est pas une entreprise qui est parfaite, comme toutes les entreprises, mais par contre, je trouve qu'on vit des bons moments ensemble. Et puis, on est au contact également de clients qui viennent pour se renseigner ou pour acheter des produits qui sont liés à leur passion. Donc moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est échanger, et je le fais encore, hein, quand on sort avec des amis ou autres, ou qu'on découvre de nouveaux voisins. Dès que je dis que je travaille chez Decat, en général, voilà, ça facilite grandement les choses et Hmm. grandement l'intégration. Et donc on parle d'une passion commune et c'est toujours c'est super. Et est-ce que tu penses que ça a trait au fait que vous parliez de sport et que le sport, c'est un territoire un petit peu exsangue de de toute tension, de toute polémique, ou est-ce qu'il y a quelque chose dans la manière dont Decathlon traite le sport, ses collaborateurs, qui fait que c'est quelque chose d'apprécié de tout le monde, et que Decathlon est aujourd'hui, je crois encore, l'enseigne préférée des Français. Derrière ma question, c'est au-delà du fait que l'objet qui soit traité par Decathlon soit le sport, est-ce que dans les recettes de Decathlon, tu arrives à identifier ce qui crée
cet amour et cette affection qu'on a pour cette enseigne et du coup que les collaborateurs ont pour cette enseigne, pour leur employeur. Moi, je pense que le fait de traiter un sujet passion, qui est le sport, Ça aide. ça aide énormément. C'est-à-dire, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais moi, je travaille sur le vélo route. C'est vraiment le produit passion. C'est le sport accessible à tous. Voilà. Donc, ça aide grandement l'attachement à l'entreprise. On est sur un sujet passion. Je pense que si on travaillait sur les boîtes de petits pois, même si je respecte et j'adore les petits pois, il y aurait peut-être moins le côté passion autour du petit pois. Donc ça aide. Après, ce qui est aussi, je trouve intéressant dans l'entreprise, c'est que l'entreprise nous permet d'évoluer sur déjà en termes de responsabilité. Moi, j'ai été directeur d'un magasin à Clermont-Ferrand, plus de 100 personnes, très grosse responsabilité, assez jeune, et donc c'est une entreprise qui fait confiance, qui qui pardonne quand on fait aussi des erreurs. T'avais moins de 30 ans quand tu étais directeur de magasin. Ouais. Donc, Ouais, combien de personnes sous ton haut patronage? On parle de combien de personnes? j'avais ouais, une vingtaine, trentaine de personnes. Donc c'est quand même des responsabilités. C'est un compte Ouais. d'exploitation, c'est de la sécurité de personnes, c'est recruter, former, faire progresser aussi des jeunes ou des moins jeunes. Donc moi j'ai des super parcours en tête de collaborateurs que j'ai recrutés, que j'ai nommés. Et donc il y a cette prise de responsabilité qui est aussi super intéressante. On évolue dans l'entreprise, on évolue sur des métiers où on n'était pas forcément prédisposé. J'ai en tête, à la base, de par la formation, de par l'expérience, j'ai en tête un collaborateur qui a été ingénieur chez nous et qui n'a pas le bac. Et souvent, il me disait, ouais, mais quand je suis en repas de famille et je dis que je suis ingénieur chez Decathlon, c'est toujours une petite victoire par rapport à des études qui étaient pas au rendez-vous parce que voilà, il n'avait pas envie le système scolaire ne lui convenait pas. Malgré ça, cette personne a été ingénieur chez Decathlon sur le vélo et aujourd'hui a d'autres responsabilités en conception. Donc voilà, c'est nous permettre d'avoir des parcours complets, d'aller dans des domaines qui sont très intéressants. Et je pense que si demain je mettais en fin d'année, en entretien de fin d'année, que je rêverais d'être juriste, eh bien, on se poserait la question de savoir comment je peux faire. Comment accompagner, ouais. Ouais, super. Donc ce sujet passion, cette mobilité, cette possibilité d'avoir des trajectoires riches et de parfois faire des gros virages. Toi, tu as décidé du coup courant 2010 d'opérer un premier virage puisque tu quittes un peu le retail et le terrain pour aller plutôt en centrale, plutôt en développement de produits. Est-ce que tu peux du coup reprendre un peu le fil de ce parcours? Eh bien donc après le parcours, je dirais complet en retail, j'ai passé plus de 10 ans en retail. Moi, je voulais voir ce qui se passait en amont. Comment on concevait les produits, ça a toujours été quelque chose qui me fascinait quand j'étais vendeur. Je vendais des vélos, mais je rêvais de savoir comment on les fabriquait, sur quelle base, etc. Donc quand j'ai eu ce projet en retail, j'ai décidé de postuler. Alors j'étais passé du foot au triathlon parce que je m'étais blessé au genou et donc j'avais trois possibilités, la natation, le vélo et la course à pied. C'est ce qui est intéressant dans le métier, dans le sport triathlon, c'est qu'il y a trois sports en un. Et donc c'est le VTT qui m'a permis d'intégrer la centrale comme retail supplier, donc responsable de gestion. Donc bascule pas évidente parce qu'on passe d'un statut de directeur de magasin, gros magasin, beaucoup d'animation, à un statut de responsable de gestion où là on est dans des outils, on a la responsabilité de l'approvisionnement Europe de certains produits. Donc on change complètement d'univers, très formateur, puisqu'on se remet en risque, on passe d'une situation où on maîtrisait globalement tout à une situation où il faut tout réapprendre, les transactions, SAP. Pour ceux qui connaissent SAP, c'est génial, mais c'est un peu prise de tête quand même. Et donc ça a été une grosse remise en question, pas facile au début. Et puis après, petit à petit, voilà, on a repris les automatismes. Et ça a été pour moi peut-être le métier
le plus important dans ma transition sur la partie conception, puisque ça permet de comprendre l'entreprise de l'intérieur, comprendre les rouages d'une multinationale internationale avec les approvisionnements Europe, Asie. Bon bref, c'est assez complexe mais très intéressant. Et donc j'ai fait ce métier-là pendant 2 ans et demi environ. Et je voulais voir ce qui se passait encore plus en amont. Donc vraiment la détection des besoins de nos clients, non-clients, utilisateurs, non-utilisateurs. Et donc j'ai souhaité faire un métier de chef de produit. Et j'ai eu la chance d'être chef de produit sur le VTT, qui était et qui est le périmètre, je dirais, important pour Decathlon sur la partie cycle, ça représente beaucoup de volume, assez complexe aussi. J'avais notamment un vélo, globalement, qui faisait le chiffre d'affaires de marques entières, pour vous donner un peu les proportions. Et donc ce vélo-là, il fallait pas avoir de problème de qualité, il fallait pas avoir de problème d'approvisionnement. Donc ça a été aussi une superbe expérience. Et puis rentrer dans le vélo chez Decat, je sais pas s'il y a un petit peu de la hiérarchie dans les sports, parce que Decathlon est, je crois, le plus gros vendeur en Europe ou en France, c'est sûr, de vélos depuis de très nombreuses années. Donc c'est peut-être un des univers les plus prestigieux au sein de Decathlon. Est-ce qu'il y a un peu une hiérarchie comme ça dans les univers de sport chez Decathlon? Et le vélo serait peut-être un petit peu tout en haut? Alors, il n'y a pas de hiérarchie entre les sports. Même informel, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, il n'y a pas forcément de hiérarchie entre les sports. On est sur des problématiques qui sont différentes. Je dirais, il y a quand même, le vélo est étroitement lié à l'histoire de Decathlon. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire que le premier produit passion, c'est-à-dire le premier produit estampillé Decathlon, ça a été un vélo route, puisque sous la contrainte, on a été obligé de développer notre propre produit, puisque quand on a lancé Decathlon, quand Michel Leclerc a lancé Decathlon, à un moment donné, un de nos partenaires commerciaux se sont dit, ouh là là, c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'importance, qui est en train de grossir, et on a un de nos fournisseurs qui a décidé de ne plus nous approvisionner en vélo. Et donc, cette contrainte, on a lancé le premier produit passion, qui était un vélo route. Et donc, ça a toujours été le produit vélo a toujours été quelque chose d'étroitement lié à Decathlon. Et donc, ouais, il y a un bon lien entre l'enseigne et cette produit. On accélère un petit peu sur ta trajectoire riche, notamment avec du coup ton arrivée dans l'univers Decathlon, ton arrivée dans l'univers vélo de Decathlon. Tu développes pendant 14 ans des produits sur la marque Between, si je comprends bien. Oui. Et puis il y a du coup un peu plus de 4-5 ans, il y a le projet de développer une marque un peu plus luxe, premium, et surtout des vélos d'exception en termes technologiques, en termes techniques. Tu peux nous expliquer ce shift entre faire des produits pour tous, Sport for the Many, qui était un petit peu la baseline de Decathlon pendant longtemps, et puis la volonté de se positionner sur du très premium, du très performance et du très qualitatif. Et dis-moi si je le restitue bien, et peut-être nous expliquer cette migration. Enfin, en tout cas, cette complémentarisation, on va dire. Moi, quand j'étais chef de produit, j'avais avec mon gros projet, mon équipe, on développait des produits techniques. Et moi, ce que j'observais sur les terrains de pratique, je fais beaucoup de triathlon, j'ai fait des Ironman ou autres, c'est que souvent on me disait ouais, ton produit il est top, ton vélo, ton VTT, ton vélo route, il est très bien équipé, etc. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose. C'est-à-dire qu'on avait des achats qui étaient très raisonnables. C'est-à-dire voilà, j'ai un budget qui est un peu serré. Je ne peux pas acheter une marque prestigieuse, donc je vais acheter un produit Decathlon. Donc c'était un peu un achat contraint. Il n'y avait pas ce côté passion. Et en écoutant et en observant, ce qui est quand même la qualité numéro 1 d'un chef de produit, je me suis rendu compte qu'il y avait un océan bleu. C'est-à-dire en marketing, un océan bleu, c'est un endroit où il y a peu de concurrents et globalement, on doit, nous, quand on construit des offres ou des marques ou des produits, sortir des océans rouges où il y a beaucoup de monde, une très grosse densité de concurrents, et d'aller plutôt sur des océans bleus. Et pour moi, l'océan bleu, c'était
de faire des produits avec une belle marque, des produits qui donnent envie, des produits passion, des vrais produits passion, très bons techniquement, donc qui permettent aux utilisateurs d'aller chercher d'atteindre leur objectif, leur challenge, mais qui restent quand même dans l'ADN Decathlon, c'est-à-dire accessible. Et globalement, ça a été la conclusion du virage qu'on devait prendre sur la route. Et donc, on a écrit un projet, on était à peine 10 à l'époque, en 17-18. Je dis, ben voilà, moi, ce que je vous propose, Decathlon, hein, donc j'ai rencontré les dirigeants de Decathlon. Tu vois, ce que je vous propose, c'est de lancer une marque sur un segment un peu premium, sur une panoplie complète, c'est-à-dire de la tête aux pieds, une marque qui va être hyper désirable, mais qui restera hyper technique, et on va prouver que c'est des produits qui sont très techniques, et on va les rendre accessibles entre guillemets. Donc là, on n'était pas sur du premier prix, mais accessibles dans les produits très techniques qu'on retrouve sur le marché. Et c'était le point de départ et la pierre angulaire du projet Van Riezen. Tu peux nous raconter, tu arrives avec ce projet sur, encore une fois, une boîte qui a rendu accessible, notamment par un très bon alignement prix-valeur des produits, la pratique du sport accessible à tous. Toi, tu arrives avec un projet beaucoup plus élitiste, on peut se le dire quand même, parce que là, on parle de vélos aujourd'hui qui sont à peu près à 4 000 €. Comment c'est accueilli? C'est quoi cette réunion? Raconte-nous un peu cette réunion quand tu vas voir. Bon, Michel Leclerc était déjà plus, je pense, opérationnel, tu me diras, mais c'était quoi un petit peu les échanges et les premiers feedbacks que tu as eu sur ce projet? J'ai rencontré pas mal de monde. Alors, ça n'a pas été une réunion, ça a été plusieurs réunions. Ouais. L'objectif, c'était de présenter le A4, en gros, un pitch. Hein. Je savais que j'avais globalement 7-10 minutes pour présenter le projet, faire adhérer. J'avais pas encore le nom Van Riezen. Donc on était sur des intentions. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je représentais la dizaine de personnes qui ont travaillé avec moi sur ce sujet-là. Et c'est de fil en aiguille où j'ai commencé à avoir l'adhésion. Et on m'a dit, comme on le fait souvent chez Decathlon, à l'ego, on croit en ton projet, creuse-le. On m'a donné un budget et puis derrière, on a commencé à aller un petit peu plus en profondeur. Et je dirais que le nom Van Riezen a été pour nous un énorme booster. Je pense que si on n'avait pas eu le nom, on a eu du mal à lancer durablement ce projet-là qui était hors autoroute Decathlon. Ouais, non, mais écoute, moi, je serais d'avis qu'on aborde cette question du nom parce que on était dans un environnement de marque qui est déjà bien établi chez Decathlon sur le vélo, Triban, Rockrider, Between. Comment est arrivé ce nom et pourquoi il a été un accélérateur? Et explique-nous un peu la genèse de ce nom parce que j'ai lu un petit peu comment était venu ce nom. Je trouve que l'histoire est géniale. Écoute, c'est marrant parce que cet entretien arrive juste après une intervention que j'ai réalisée mardi matin à l'ESC Clermont-Ferrand. Et justement, on m'a posé la même question. Écoute, j'y étais pas pour. Et moi, ce que je voulais, c'était un projet simple avec beaucoup, beaucoup de sens. Je reste convaincu aujourd'hui que les marques qui durent dans le temps, c'est des marques qui ont beaucoup de sens. Un exemple, Lapierre, marque de vélo que vous connaissez certainement, française. Lapierre, pour un vélo à moins de 7 kilos, ça pourrait être risible, sauf que c'est le nom du fondateur. Et donc, c'est non discutable. C'est juste évident qu'on ait le nom Lapierre sur le nom. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Gilles Lapierre à plusieurs reprises. Et donc, le nom de la marque devait être un nom avec beaucoup de sens. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, le nom devait exprimer là où on est et là où on sera durablement. À Lille, dans le Nord, les Flandres, les pavés. Quand je suis arrivé dans le Nord, moi je connaissais pas forcément cette région-là, et on m'a dit va voir Paris-Roubaix, tu vas voir, c'est incroyable. Moi j'ai eu la chance d'aller dans les stades anglais, à Liverpool, Anfield, à Everton, Goodison Park. C'est juste, c'est un spectacle. Même si t'aimes pas le foot, tu as la chair de poule. Et quand j'ai été voir mon premier Paris-Roubaix, Troyes d'Arambert, globalement j'ai retrouvé cette ambiance-là, une ambiance extraordinaire. Et je me suis rendu compte que certains de nos concurrents exploitaient. Il y a des marques qui ont dans leur offre
des produits Roubaix, les Américains qui viennent faire leur shoot photo dans les Flandres, alors que nous, on allait aux États-Unis pour avoir des belles lumières, d'avoir des beaux paysages. Je me suis dit, il y a une incohérence aujourd'hui. On a de l'or sous les pieds, on l'exploite pas. Donc, la marque doit évoquer là où on est et là où on sera durablement. La marque devait avoir une petite connotation flandrienne, puisque dans le monde du vélo, les Flandres, quand on est américain, anglais, australien, c'est un lieu mythique. Ouais, c'est mec. Monza, c'est comme Monza pour la Formule 1. Ouais. Et on devait faire, si on se remet à l'époque, beaucoup d'effets avec peu de moyens. C'est-à-dire, globalement, expliquer la marque, la rendre désirable, sans PowerPoint, sans moyens comme marketing. Et donc, ce que je t'explique là sans PowerPoint, eh bien, on devait le faire avec nos actionnaires, avec nos partenaires, etc. J'ai eu la chance de présenter ce projet-là, comme je te le présente aujourd'hui, à Monsieur Campagnolo en Italie, à Vicenza, qui a dit waouh, j'adore ce nom-là. C'est un nom qui m'évoque ça, et globalement, il m'a évoqué ce que je viens de te dire. Et qui, Monsieur Campagnolo? Désolé, moi, j'ai pas la référence. Monsieur Campagnolo, c'est en gros une marque italienne de composants, un peu premium. Et Monsieur Campagnolo, c'est le patron de cette boîte-là, c'est le fils du fondateur, qui est maintenant 80 ans, que j'apprécie énormément, et qui m'a fait un feedback juste incroyable. On l'a présenté aussi à Michel Leclerc, qui a adoré. Et donc, globalement, le projet était bien lancé, puisque on l'a lancé en janvier, le 19 janvier, à Courtrai en Belgique. Salon qui était situé à 30 minutes, globalement, du Bitume Village. On l'avait jamais fait. On préférait aller à 200 ou 300 kilomètres. Comme quoi, ce projet, il est simple, facile à raconter. Et ce qui est simple, c'est souvent compliqué à faire. Mais là, pour le coup, on a réussi à le faire. Et donc, après, on a tiré la bobine. Les vélos qui étaient assemblés au Portugal, on les a rapatriés. Ils sont assemblés maintenant à Lille, sur toute la partie carbone. Nos shoots, on les fait dans les Flandres. On les fait aussi ailleurs, bien évidemment, mais on les fait en priorité dans les Flandres. Et donc, le centre, il est là. Notre premier partenaire technique a été Cofidis. Et j'avais écrit que ça devait être Cofidis parce qu'une équipe du Nord, située à quelques kilomètres du Bitume Village. Et donc, voilà, on déroule la bobine. Et c'est un projet qu'on a lancé donc en 2019. Pour info, on l'avait lancé avant même. On avait lancé les développements de produits avant même d'avoir la validation en interne. On devait le faire. On a pris ce risque-là pour être on time au mois de mars 2019 pour la nouvelle collection printemps-été. Donc, on a pris un petit risque, mais qui s'est montré gagnant. Et Van Rissel, du coup, qui veut dire du... Qui vient de Lille. Qui vient de Lille, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, la boucle est pratiquement bouclée. Est-ce que quand tu t'arrives avec non pas ton business plan, mais ton idée, on va dire, bien détaillée, peut-être que déjà c'était un business plan et tu te disais, on va vendre tant de vélos, le vélo, il va avoir telle tête, etc. Je ne sais pas quelle forme ça prenait au moment où tu as évangélisé toutes les équipes de Decathlon sur ce projet. Est-ce que tu avais déjà en tête l'idée d'associer cette marque de vélo de Decathlon, donc sur plutôt une distribution retail, mass market, grand magasin de taille, hypermarché, supermarché. Est-ce que tu avais déjà en tête d'avoir un sponsoring d'une équipe? Alors, tu as parlé de Cofidis, mais est-ce que dès le départ, tu t'es dit on va être le vélo du peloton professionnel? Oui, et c'était en lien avec l'ambition qu'on s'était écrite dès le départ. C'est-à-dire atteindre le top 5 des marques mondiales à 5 ans. En termes de notoriété. Passer d'une marque qui n'existait pas avant 2019 à une marque capable de rivaliser avec les grosses marques du marché, les mastodontes. Et donc, cette accélération, alors pour être totalement transparent avec toi, je m'étais noté le top 10 à 5 ans. Et on m'a dit, Nicolas, vous n'êtes pas assez ambitieux. On va mettre top 5 à 5 ans. Et le top 5 à 5 ans, c'est envisageable si tu es en World Tour. Si tu n'es pas en World Tour, c'est pas. Alors après, on peut toujours te dire oui, tu peux faire différemment, de faire de manière un peu plus exotique, un peu plus sexy, etc. Non, le World Tour, c'est le juge de paix, c'est la Champions League pour le foot, c'est la Formule 1 pour et donc arriver en World Tour, ça te fait passer dans une autre dimension. Donc on s'était noté, et c'est ce que j'ai exprimé lors du lancement du projet il y a une dizaine de jours. En 2022, revenir sur le textile. En 2024 ou 25, revenir sur les produits corps tels que le vélo, le casque et la lunette. Et donc on s'est écrit aussi un jour gagné Paris-Roubaix, ce qui est juste quelque chose, et on l'assume complètement, parce que quand on est nordiste, on doit gagner Paris-Roubaix sur un vélo Van Rysel.
Et donc voilà, c'est la roadmap qu'on s'était écrite dès le début. Là, tout ce que tu nous racontes, on a l'impression ça n'a pas été vraiment parsemé d'embûches. On les voit pas là, les pavés de Paris-Roubaix qui empêchent ton avancée. Qu'est-ce Ouais. qui a été et puis de toute façon, le projet est relativement récent, hein. Tu as un peu créé une boîte avec tes partenaires, mais tu es un peu l'intrapreneur de cette histoire quand même. Qu'est-ce qui a été difficile, compliqué pour sortir ce projet de terre? Ah, écoute, je pense que j'ai eu globalement, je pense, 100, 100 ou 200 fois l'occasion de dire c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais. Et c'est à chaque fois, je rentrais le soir, je me disais j'arriverai pas quoi. Et puis le lendemain matin, je me disais bon allez, on reprend, on retourne au combat, on essaye de convaincre, etc. Qu'est-ce Ça qui a était été, difficile? C'était convaincre ouais, les ouais. décideurs? C'était builder l'équipe qui allait t'accompagner? C'était quoi exactement qui rendait la tâche si difficile? Parce que là, ce que tu décris un peu, c'est une tâche d'entrepreneur. Mais explique-nous, dans un grand groupe comme ça, pourquoi c'est aussi difficile quand même de lancer un projet quand tu es un peu tout seul au départ? Mais parce que t'es pas sur l'autoroute. Donc Ouais. t'es pas sur l'autoroute, donc on te dit ouais c'est génial, mais après rapidement c'est les budgets, c'est comment on va financer tel et tel sujet, comment on va développer le vélo qui va faire le tour 4 ans plus tard. C'est beaucoup d'investissement et pas encore de retour sur investissement. Donc Mhm. convaincre que le projet que tu présentes c'est un bon projet et que c'est un bon projet, un projet durable pour l'entreprise. Donc il y avait beaucoup de oui, oui, c'est un super projet. Et puis après, bah comment on y va? Bah là, c'était plus compliqué. Donc ce que je disais aux coureurs lors du lancement, c'est 200 fois on aurait pu dire on reste aujourd'hui comme on est. Et finalement, c'est pas si mal que ça. Et 200 fois, on est reparti le lendemain en disant bon non, on va trouver des solutions et puis on va réussir. Qu'est-ce qui Non, s'est passé entre, je suis désolé, je te coupe, mais entre le technicien qui a été directeur de magasin, puis chef de produit, et puis l'intrapreneur, l'entrepreneur dans Decathlon, t'as appris quoi sur toi? T'as mis quoi dans ta boîte à outils de professionnel entre-temps? Qu'est-ce que t'as appris notamment sur toi? ah, écoute, moi, je suis, le sport, c'est une belle école de la vie. Donc, globalement, quand tu fais du sport à bon niveau, ça t'apprend à rien lâcher. Moi, j'ai fait pas mal de sports, notamment de foot, où ça a été aussi compliqué, hein, puisque j'évoluais dans une euh, dans une équipe où il y avait beaucoup de joueurs, il y avait pas beaucoup de place le dimanche. De rien lâcher, d'avoir des convictions sur des sujets, être aussi capable de se remettre en cause, parce que des fois tu décides d'aller dans une voie et puis tu es convaincu que c'est la bonne voie, puis derrière écouter, observer, tu dois à un moment donné te dire bah non, faut peut-être pas aller dans cette voie-là, faut peut-être prendre l'autre chemin. Donc c'est un mélange entre ouais conviction, jamais rien lâcher, dur au mal, Mhm, et puis aussi être capable de prendre du recul et puis de changer de cap de temps en temps. mhm, Ouais, ça a été hyper formateur, mais souvent, mes enfants font du sport, mes deux derniers font du sport à un très bon niveau, et je leur dis souvent que c'est le sport, c'est l'école de la vie, et je pense que je pourrais recruter des collaborateurs au lieu de les faire venir dans un bureau et les écouter pendant 1 heure, à faire du sport avec eux pour voir comment ils se comportent, mhm. comment ils gèrent les difficultés, etc. Et en termes de hard skill, est-ce que tu es passé d'un profil, enfin, qu'est-ce que tu as dû le plus apprendre? Est-ce que c'est faire des projections, des PNL, des cash flow pour dire on va être rentable à telle date et on va, enfin, qu'est-ce que tu as le plus appris en termes de hard skill sur cette partie intrapreneur, entrepreneur? Moi, je pense que une de mes forces aujourd'hui, j'ai plein de points à travailler encore. Donc, mais ça a été, c'est plutôt d'être couteau suisse et d'être capable d'avoir un raisonnement 360 autour du projet. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire le métier de technicien que j'ai fait il y a 25 ans, me sert encore aujourd'hui. Mhm, Avant notre rendez-vous, j'étais sur des sujets de SAV. Le métier de responsable encaissement ou responsable exploitation ou retail supplier servent encore aujourd'hui. Et donc, c'est avoir cette capacité d'avoir un raisonnement 360 pour que la décision que tu vas prendre avec ton équipe sur un sujet puisse anticiper les impacts qu'elle va pouvoir avoir sur les autres sujets mhm. du projet. Et ça, je pense que c'est
passer d'un expert à un expert d'un métier, un expert de la supply, à une vision de 360. Être capable aussi de t'entourer des meilleurs. Mmh. J'ai suivi, comme certains, la série Netflix de Bernard Tapie. Mmh. J'étais un fan, et je suis toujours un fan de l'Olympique de Marseille et du LOSC. J'allais te demander si t'étais plus Lens ou Lille, mais bon, voilà, t'as Ouais, répondu. on lance, donc je suis en train d'avoir le triptyque l'OM, LOSC et Lille. C'est Mmh. 3 belles équipes et 3 beaux publics. Globalement, c'est ce que je retiens, c'est cette capacité à s'entourer des meilleurs. Aujourd'hui, Mmh. on est sur un projet qui devient un projet très important pour Decathlon, un projet globalement, on va distribuer dans pas mal de pays dans le monde. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de recruter les meilleurs dans chaque domaine. Là, on Ouais. est dans des réflexions de sites internet, et ça dépasse mes capacités. Il faut aussi avoir la lucidité de se dire aujourd'hui, ouais, je dois recruter le meilleur sur ces sujets-là pour m'accompagner. Et moi, mon rôle, ça va être de les mettre en réflexion en mode 360 pour prendre les bonnes décisions, les bonnes orientations. Ouais. Écoute, tu fais une super transition, tu es le champion des transitions, parce que peut-être qu'on peut aborder maintenant le rationnel, économique, business, stratégique, pour Decathlon d'avoir lancé, pour Decathlon aussi d'avoir, investi dans une équipe professionnelle. Est-ce que tu peux du coup nous dire, pourquoi Decathlon, sous ton patronage, et via Viandricel, se met à sponsoriser le sport de haut niveau? En quoi ça fait sens, pour vous, d'aller sur le sport professionnel qui n'était pas forcément, encore une fois, un environnement sur lequel Decathlon avait l'habitude de s'investir? Alors nous, on s'était écrit dans notre roadmap de revenir en World Tour sur les natures de produits que je t'ai évoquées, que c'était un passage obligé et ça nous permettait de passer dans une autre dimension et d'accélérer le projet pour l'atteinte de notre objectif du top 5 mondial. Donc ça, c'était écrit. Maintenant, il y a eu une opportunité de permettre à Decathlon de devenir co-nameur de l'équipe en P1, en position 1, avec AG2R. Donc moi, je l'ai détecté lors des échanges que j'avais sur la partie, on va dire, partenariat technique, produit. Et donc, j'ai mis en relation Decathlon avec la structure la AG2R, donc France Cyclisme, qui est la structure de l'équipe AG2R Citroën à l'époque. Et s'est posé la question du co-nameur. Est-ce que ça devait être Van Rysel ou est-ce que ça devait être Decathlon? Moi, j'ai souhaité, avec mon équipe, qu'on puisse, et il y avait globalement deux options, deux orientations possibles. Moi, j'étais plutôt partisan que ce soit Decathlon pour que ça devienne un projet d'entreprise. C'est-à-dire que à l'époque, je m'étais dit, si c'est Van Rysel, ce sera un projet très lié à la marque. Et moi, je voulais, dans ce premier mandat, que ça devienne un projet d'entreprise. Du technicien atelier à Mâcon, en passant par le vendeur en Inde ou l'opérateur en Asie, ou que chacun puisse se reconnaître dans ce partenariat-là. Et tu vois, après le lancement, je me dis aujourd'hui que ça a été une bonne décision puisque on sent qu'il y a eu un vent de fierté dans l'entreprise. J'ai reçu beaucoup de témoignages, de messages qui vont dans ce sens-là. Et je suis convaincu que c'est une bonne chose pour Decathlon. Pourquoi? Parce que même si Decathlon c'est une multinationale, aujourd'hui il y a encore dans certains pays, dans certaines régions où on ne connaît pas forcément l'enseigne. Mmh. Et le vélo, c'est un des rares sports où tu peux voir tes idoles, tu peux aller sur les terrains de jeu. J'aurais rêvé de faire un petit foot sur le terrain d'Anfield à Liverpool, c'était pas possible. Là aujourd'hui, tu peux rouler sur les routes du Mont Ventoux, du Galibier, du Lautaret ou autre. Et donc, c'est un des rares sports où nos clients sont au bord des routes. J'ai eu la chance de faire les 4 jours de Dunkerque dans la voiture d'un directeur sportif cette année. C'est une très belle épreuve, les 4 jours de Dunkerque. C'est pas une épreuve World Tour, mais je voyais au bord des routes des fans de vélo ou même des spectateurs. J'ai vu des écoles dont les enfants étaient dehors près du portail pour voir la caravane et voir les coureurs. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sports aujourd'hui dans le monde qui mettent en parenthèse
eh Mmh. bien, aller 15-20 minutes du temps pour aller voir, ce spectacle-là. Ouais. Donc on est au contact de nos clients, on est au contact de nos utilisateurs et j'ai ressenti aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté de la part de nos clients qui nous font aussi ce témoignage-là de dire: «Bah ouais, mais moi mon vélo, il va faire le tour l'année prochaine et j'en suis fier». Donc on est sur, une business unit qui est encore, petite à l'échelle des autres marques univers, de Decathlon. On peut citer Domios, on peut citer, bon, toutes les autres, il y en a beaucoup, Tu vois? Tribord et toi, tu as du coup forcément, une logique qui sera pas forcément une logique de volume, comme on peut peut-être connaître sur d'autres, marques univers. C'est quoi les KPI clés que tu vas suivre pour atteindre ton objectif? Alors forcément, c'est des KPI de chiffres et des KPI de rentabilité, mais est-ce que tu as des KPI spécifiques qui sont symptomatiques du positionnement de Van Rysel et qui seraient du coup à ce point-là uniques par rapport aux autres marques univers du groupe? Est-ce qu'il y a des choses que tu pilotes un peu différemment des autres marques univers du groupe? Non, il y a pas des choses, alors aujourd'hui, il y a le KPI de la notoriété, Ouais. puisque ça rentre dans l'objectif qu'on s'est fixé du top 5 mondial à 5 ans, en termes de notoriété. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pousser plus fort sur Van Rysel que dans d'autres sports. Et c'est pour ça qu'on investit en communication et marketing. Et, et là, on a un partenariat qui, pendant 5 ans, va nous permettre de progresser sur ces KPI-là. Après, on a les mêmes KPI que les autres sports, avec des ambitions qui sont peut-être plus poussées, plus importantes sur certains d'entre eux, notamment le NPS, le Net Promoter Ouais. Score, qui est un indicateur très important pour nous. Globalement, on propose à nos collaborateurs de se positionner sur nos produits, sur différents critères. Et là, nous, on a vraiment des très grosses ambitions cet indicateur-là. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que si on n'arrive pas à convaincre nos collaborateurs, on aura du mal à convaincre nos clients ou nos non-clients, justement. Donc ça, on attache beaucoup d'importance là-dessus. Il y a aussi la partie qualité de nos produits, puisqu'on a la possibilité de noter quand on achète, qu'on soit collaborateur ou non, noter les produits. Et donc, comme nous, on veut travailler l'excellence de nos produits pour permettre à chacun d'atteindre ses objectifs. Le premier Lillard de l'eau, qui est une cyclo à côté de chez nous, jusqu'à gagner Paris-Roubaix en tant que professionnel, forcément, on a des indicateurs qui seront beaucoup plus poussés là-dessus. Donc, on a Mmh. du quanti, on a du quali, et on a bien évidemment des indicateurs, je dirais, traditionnels d'une entreprise en termes de chiffre d'affaires, de part de marché, de Ouais. résultats, de capacité d'autofinancement sur notamment l'innovation, la recherche et développement. Donc, mais on Mmh. n'est pas si éloigné des autres KPI, Ouais. des autres. Super. Est-ce que cette, initiative Van Rysel dit quelque chose de la stratégie, d'une nouvelle stratégie de Decathlon, à savoir aller sur, du plus premium, du plus performance? Ou est-ce que c'est arrivé par la force d'un homme, en l'occurrence toi, qui avait voulu développer ce projet et qui, à force d'abnégation, de résilience, a réussi à le pousser? Qu'est-ce que ça dit de Decathlon finalement, ce projet? Est-ce que c'est un acte isolé d'une personne qui est en la personne de Nicolas Pierron? Est-ce que tu penses que tu vas créer un appel d'air pour d'autres initiatives de ce genre? Déjà, c'est une équipe, hein. Moi, sans équipe, Oui, oui, je suis évidemment, pas. pardon. Ouais. C'est bien de le dire, mais je le pense vraiment Mmh. parce que franchement, c'est un gros travail. J'ai beaucoup d'affection pour mon équipe et je prends beaucoup de plaisir à travailler avec eux au quotidien. Maintenant, je pense on continuera à Decathlon à faire le grand écart entre rendre accessible et aller chercher des clients qu'on n'a pas aujourd'hui. Moi, Mmh. j'avais une frustration, c'est que on mettait beaucoup de personnes à la pratique, à la découverte de la pratique, et à un moment donné, on les perdait. C'est-à-dire qu'on était recruteurs pour nos confrères. Concurrent, ouais. Mmh. Je parle de confrères parce qu'on a de bonnes relations avec eux. Et je trouve qu'il y avait cette déperdition qui était quand même préjudiciable pour Decathlon, souvent sur des sportifs qui investissaient beaucoup en matériel et en services. Et ben, ces sportifs, on les perdait. Moi, ma petite cousine qui a fait 4 Olympiades en short track a commencé à faire du roller avec des patins Decathlon. Et, Mmh. et, et je trouve que on doit continuer à mettre
Pitcock a commencé à faire du vélo sur un vélo Décathlon avec une panoplie Décathlon. Et je trouve que c'est juste incroyable. Donc autant les garder le plus longtemps possible. Nous, on est en train de prouver aujourd'hui qu'on est capable de continuer à mettre les personnes à la pratique pour les bienfaits du sport, et on est capable de les garder le plus longtemps possible, voire même on est capable de les accompagner quand c'est leur métier. Et ça, je trouve qu'un coureur cycliste professionnel, son vélo, c'est son outil de travail et c'est un élément qui est dans sa performance individuelle. Et donc, un coureur cycliste, si le produit n'est pas performant, il n'a pas envie de travailler avec toi. Là, on est en train de prouver que ces coureurs, ces futurs partenaires auront cette envie de travailler avec nous. Et donc, et là, on fait le grand écart entre le débutant et le professionnel. Si on se projette dans 5 ans, quand tu dessines l'image de Van Driessen dans 5 ans, elle ressemble à quoi cette photographie ou ce dessin? Tu l'as designé en nombre de victoires, en nombre de ventes évidemment, mais si on fait une petite accélération, là, présente-nous Van Driessen dans 5 ans, ça sera quoi? Van Driessen sera sur ces indicateurs de performance, parce qu'aujourd'hui, quand tu es intrapreneur ou entrepreneur, tu te dois d'avoir des bilans pour tes collaborateurs, pour tes actionnaires. Van Driessen sera sur ces trajectoires, ces indicateurs. Van Driessen aura atteint le top 5 des marques mondiales en termes de notoriété. C'est-à-dire que quand on demandera spontanément de citer des grandes marques de véloroute, eh bien, on sera dans ce 5 majeur, et avec des produits ultra désirables. On aura gagné certainement Paris-Roubaix. On aura on aura gagné un monument du cyclisme mondial. On aura peut-être fait un podium au Tour de France. Et donc voilà, ce sera une marque qui sera une marque installée dans le paysage des marques importantes du vélo. Mais ça sera pas une vieille marque. Ce sera une marque qui continuera à être dynamique, qui continuera à bousculer un petit peu les codes, impertinente quelquefois. Donc, je veux surtout pas qu'on devienne une vieille marque ou une marque statutaire. Je pose souvent cette question aux entrepreneurs que je reçois parfois sur le podcast. C'est qu'est-ce qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste par rapport à ce projet? Qu'est-ce qui me rend optimiste? C'est le marché. 18 milliards globalement si on rajoute le triathlon. Donc, c'est un marché qui est colossal et c'est un marché où il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'ai de très bonnes relations avec mes confrères. J'ai de bonnes relations avec notamment des petits, entre guillemets, mais qui sont tellement importants, des petites marques, Cycle Léon, Mercier. Moi, j'adore Ma Vie est Belt. J'adore ces marques-là. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Donc, moi, je suis plutôt optimiste aujourd'hui et on est sur un sport qui est un sport au contact de la nature, qui est un sport que tu peux faire en sortant de chez toi. Tu as forcément une route, donc il suffit de prendre un vélo et puis t'as pas besoin d'infrastructure et tu peux découvrir le monde. J'ai pas mal bougé moi dans ma vie professionnelle et à chaque fois la meilleure façon de découvrir mon environnement c'était avec le vélo. Tu vas plus vite qu'à pied et tu vas moins vite qu'avec une voiture. J'ai fait la rafle cette année. L'année dernière j'ai fait Tourcoing-Cannes en vélo. Qu'est-ce que c'est jouissif de découvrir le paysage à l'allure d'un vélo. Donc moi, je suis hyper optimiste. C'est un sport qui va continuer à durer dans le temps. Pessimiste, je pense qu'on n'a plus l'insouciance de nos parents ou grands-parents. C'est-à-dire le fait de se dire peut-être que demain, peut-être qu'il y aura plus d'eau, peut-être qu'il y aura plus de ressources. Mais ça m'amène à être optimiste de nouveau en me disant on a peut-être d'autres façons de faire, d'autres façons de concevoir nos produits. La seconde vie, c'est des solutions. La réparation, l'entretien, c'est aussi des solutions. Donc voilà, j'oscille entre. Mais il y a plus de points positifs que de points qui font peur aujourd'hui. Tu es un entrepreneur. Tu vois le positif partout. Tu es un optimiste. Écoute, je te propose qu'on s'arrête sur ce registre positif, du coup. Et je te remercie infiniment pour le temps que tu as accordé à Dream Team et d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir vraiment permis de retracer un peu ta trajectoire, mais aussi la trajectoire de Van Driessen et de Decathlon finalement. Donc merci beaucoup. Merci à toi, merci à tes auditeurs et puis dispo pour d'autres aventures. Super, merci, à très vite. Ciao. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté Dream Team, j'espère que cette causerie vous a plu.
Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine causerie.